Avant tout, pour aller dans le milieu, pour progresser dans le milieu, il faut vraiment savoir ce que tu aimes faire. Et je trouve ce que tu sais faire, que tu aimes faire. Il y en a qui sont plus produits, d'autres plus communication, marketing. Et à partir de là, si tu veux, que tu parlais de passerelle, en effet, il faut déjà choisir un domaine avec lequel tu es à l'aise naturellement. Sur des CV de pilote, j'en recevais quand même pas mal. Tu as déjà 2000 € par mois, hors prime, hors frais de déplacement, hors matériel, ça me semble un bon début. Faut que chacun y trouve son compte. Et faut ni que le pilote soit trop gourmand, ni que la marque essaye de bricoler. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Et ben voilà, ça enregistre, on est parti. Non, salut Vincent Ancelin, comment tu vas ? Je vais plutôt pas mal, hein. Le mois de juin, toujours un mois assez chargé dans le milieu du VTT, mais ça va, c'est toujours du plaisir. Ouais, carrément. C'est sûr que le mois de juin est chargé. On en parlait un petit peu avant. Le mois de mai était creux pour tout le monde, et c'est vrai que là, juin. Tout le monde veut faire des choses en juin, où il y a des événements ou autres, donc c'est assez dense, ouais. C'est clair. Carrément, très bien. Écoute, moi je suis ravi de te recevoir dans En roue libre. Alors on se côtoie depuis longtemps. Encore un que je connais depuis très longtemps. Vous me direz, mais voilà, c'est comme ça. Vincent, moi je t'ai connu à l'époque. Tu étais à l'époque où tu étais dans le team Ayton Giant avec Seb Chauvet, voilà, et Jay Maréchal qu'on salue. Un beau team. Ouais, et bien d'autres. Fabien Cousinier, pour n'en citer qu'un. Fabien Cousinier, qui est passé par là. Nicolas Moigny, qui nous écoute, je sais, et qu'on salue aussi. Il y a eu Albin Combe, il y a eu Fabrice Logier aussi, à l'époque. Eh oui, avant d'être... ouais. Exactement, ouais. Carrément. Et c'était un sacré beau team qui avait bien de la gueule. Et c'est vrai que moi je t'ai connu là, c'était 2003 si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas trop de track record, et donc j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu, tu nous fasses l'historique de tout ça, mais c'est pas vraiment pour ça que je t'ai invité dans En roue libre. C'est aussi parce que tu es quelqu'un de très actif, qui très actif dans l'univers du VTT. Très actif et en même temps relativement discret. C'est aussi ta personnalité. Tu t'as bossé sur des beaux projets, si ce n'est des gros projets. Tu vas nous parler un peu de Peugeot, tu vas nous parler de Shimano, tu vas nous parler des autres choses que tu as fait. Mais c'est vrai que tu es quand même au cœur de pas mal de sujets et de beaux projets, sans pour autant être méga visible. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te découvrent aujourd'hui grâce à En roue libre. Et moi, je trouve que c'est génial d'avoir justement des personnes
comme toi non plus qui sont pas les plus les plus visibles, mais pour autant qui font des choses passionnantes. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces choses passionnantes que tu fais, des gens avec qui et pour qui tu bosses. J'aimerais que tu nous dises c'est quoi c'est quoi l'actu, que tu nous parles, tu nous racontes un petit peu des choses croustillantes sur lesquelles tu bosses. Mais du coup, avant ça, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous racontes quel est ton premier contact avec le vélo. Eh ben, ok, tu as déjà dit pas mal de choses, Antoine. Tout d'abord, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est un plaisir, même tu disais on se connaît bien, mais là, d'échanger dans ce cadre un peu plus sérieux, si on peut dire, ça me fait bien plaisir aussi. Voilà. Plaisir partagé. Le début, le premier contact avec le VTT, eh bien, ça remonte. Hein. C'était, tu sais, j'habite à la campagne, donc mon grand-père m'a acheté un premier VTT dans les années. Alors, j'avais réfléchi un peu à la question, je te l'avoue, donc j'ai recherché un petit peu, c'était un peu flou, mais je dirais 88, 90. Donc un VTT Peugeot, ça s'invente pas, puisque j'habite à côté de Romilly-sur-Seine, où il y a l'usine Peugeot Cycle Europe. Donc pour moi, le VTT, avant on avait des BMX, on s'amusait comme tous les gamins, si je puis dire. Et le VTT, ça a vite été un coup de cœur. Alors, au début, surtout un coup de cœur, pour moi, ça a été le vélo, ça a toujours été synonyme de liberté. Et habitant à la campagne, moi, mon vélo, je m'en servais pour aller voir des copains, pour me déplacer aussi. J'avais pas de mobilette ou d'engin motorisé, donc c'était mon vélo. Et donc ça, c'est vraiment le premier contact avec le VTT, sachant que je faisais un peu de tout avec ce vélo. De la route, j'allais sauter sur les bosses, sans casque à l'époque. Pas très bien. C'était pas la norme. C'est une autre époque, comme on le dit souvent, avec ses avantages et ses défauts. Donc voilà, ça c'est mon premier contact. Puis petit à petit, de plus en plus dans les chemins, de plus en plus loin, si je puis dire, parce que on a envie d'aller voir des copains, des copines un peu plus loin. Donc de 10 km, tu fais 20 km, puis 30 km, puis tu t'aperçois que t'aimes bien pédaler, ainsi de suite, et puis que tu débrouilles, que tu progresses finalement, que tu prends du plaisir. Ça, c'est mon premier contact avec le VTT. Après, je me suis un peu passionné aussi assez rapidement pour le matériel. Donc, sans tout raconter, après ce Peugeot, j'ai eu un MBK. Parce qu'à l'époque, finalement, c'était souvent le cas. Soit tu avais un Peugeot, soit tu avais un MBK. Les marques américaines sont arrivées après, en tout cas pour moi. Et donc, un MBK est toujours un crescendo finalement, toujours un petit peu plus de technique, de sous-bois, de déplacement, beaucoup de kilomètres. Je pouvais faire 60 km, 70 km avec mon VTT sur la route déjà à l'époque, mais plus pour découvrir. Mon plaisir, c'était de prendre une carte routière, plutôt à l'époque, voire une carte d'état-major, et de tracer un parcours et de le réaliser. Voilà, ça c'était mon premier contact. Et après, l'envie de se mesurer. Tout simplement, au niveau local. Donc, faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Il y avait surtout moi, j'habite dans l'Aube, la Marne, ces départements, il y avait du cross-country. Donc, du coup, mes parents m'ont emmené sur les premières petites courses locales. Et à l'époque, il y avait beaucoup de routiers qui faisaient du VTT, ainsi de suite. Et puis voilà, le contact avec la compétition s'est plutôt bien passé. J'ai aimé me mesurer aux autres. Puis j'ai bien vu qu'il fallait que je progresse, et donc j'ai commencé vraiment à rouler encore plus. Voilà. Après, j'ai eu un autre vélo, un Trek. Ça a été mon premier beau vélo entre guillemets, un Trek 7000, il me semble. Voilà, je la fais courte parce que sinon on va y passer longtemps. Et après j'ai habité à Reims, donc j'étais un peu plus vieux, j'avais 18-19 ans. Mais ça restait comme les débuts du VTT. Et je sortais pas de ma campagne, mais voilà, je suis arrivé à Reims, j'ai cherché un club pour me licencier. Et ce club, c'était l'AC Bazancourt, où à l'époque, il y avait déjà un certain Ludovic Dubo, Nathalie Segura, ainsi de suite. Et j'ai vu le niveau et le chemin, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, s'entraîner, ainsi de suite, pour acquérir de bonnes bases techniques et du physique. Voilà, ça c'est le début, Antoine. D'accord, pas mal.
Et après, à Reims, toujours regarder les autres, observer, progresser grâce à des gens comme ça qui étaient vraiment... à l'époque, Ludo Dubo, il a dû être champion de France en 94 de tête, Nathalie 93, Nathalie Ségura il me semble, et il me semble Ludovic Dubo 94. Donc énormément appris auprès de ces gens-là, pas que ces gens-là, mais il y a plein d'autres gens dans le club qui étaient forts et doués. Donc voilà, je me suis inspiré de tout ça et petit à petit j'ai progressé pour faire du cross-country au niveau régional, après les sélections régionales, ainsi de suite. Un peu de descente également aussi, les premiers tout suspendus, la descente en semi-rigide. Premier tout suspendu, ça devait être un wheeler. Même vélo que Ludovic Dubo d'ailleurs à l'époque, puisqu'il courait sur wheeler. Suspension élastomère. Et voilà, chemin faisant, le cross-country, voilà, j'ai fait beaucoup de vélo. J'étais, je pense, ni assez doué, ni assez peut-être courageux. Enfin, comme pas courageux, c'est pas le bon mot, mais disons, faut de l'engagement, quoi. Ouais, faut vraiment se tenir à un entraînement super, super intensif. Et du coup, j'excellais nulle part, mais en revanche, j'avais pas trop de points faibles. Et là, on arrive vers la descente marathon. Bien avant qu'on se soit rencontrés. Première descente marathon en semi-rigide, méga avalanche en Suisse, à Nanda. 96, je dirais. Je suis pas sûr de moi, 96, 97. Déjà organisé par Georges, évidemment. Georges Edwards. Et là, un premier contact. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Étant polyvalent, ça a tout de suite marché correctement. On devait être, je sais pas, 400, 500. J'ai dû faire 30e avec mon semi-rigide. Moi, je me suis dit, c'est pas trop mal. Puis, je me suis bien amusé. Et voilà, puis chemin faisant, avec cette polyvalence, j'ai continué dans cette voie. Pas mal. D'accord, donc ouais, là on parle on fait le lien avec le début de la descente marathon. Donc le principe, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers, la descente marathon, c'est ces courses à profil plutôt descendant. D'une durée d'une heure environ. Ouais, alors oui, c'est vrai que le format, je coupe, pardon, le format a beaucoup évolué avec le temps. Bon, déjà, en effet, c'était de la mass start, on partait tous en même temps. Oui, il n'y avait pas à l'époque, quasiment à ma connaissance, peut-être très peu, la Tribe, par les années de la Tribe 10 000, ça devait être 2000, 2001, il me semble, peut-être. Oui, voilà. Mais nous, donc, c'était de la mass start. Et souvent, oui, il y a vraiment un ratio physique-technique qui était beaucoup plus pas équilibré, mais il y a beaucoup plus de physique. Oui, donc ça durait 1 heure. Nada, en l'occurrence, c'est une course qui partait du glacier pour aller jusque dans la plaine du Valais, donc à la Gagne. Et à l'époque, c'était déjà René Wildaber qui gagnait. Quoi il devait gagner ça en 1h15. Ouais, tout à fait. Oh là là. Voilà. Donc c'est pas le même format. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est 1h15 de descente au taquet à tombeau ouvert et ça part sur le glacier, quoi. Quasiment. Oui, et sans avoir reconnu et voilà. Et à l'époque, du coup, en semi-rigide, quoi. La première, oui, parce que j'avais pas. Voilà. Pas mal. Et du coup, derrière, tu t'es orienté sur ce format. C'était ton format de prédilection. C'était format polyvalence, en fait. Exactement, c'est venu naturellement. J'excellais nulle part, comme je te l'ai dit, mais là, la polyvalence payait et je me suis aperçu qu'en étant un peu technique, un peu physique, ça convenait à cette nouvelle discipline qui prenait il prenait un bel essor en Suisse. Et notamment avec le circuit Red Bull. Il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque. Red Bull, à l'époque, arrivait un petit peu et se mettait sur des créneaux comme la descente marathon. Il y avait un circuit Red Bull, il y avait Nanda comme course, il y avait Lanza Ride, tiens d'ailleurs, qui vient de faire qui vient de faire parler d'elle pour la Coupe du Monde déjà à l'époque. Et donc moi, je participais à ces courses-là. Et en France, je suis allé un peu plus tard sur la méga. Et ce qui fait que j'ai assez rapidement signé pour un team suisse. En Suisse, on disait souvent, je suis plus français des Suisses, ou je sais plus dans quel sens. Il y en a qui disaient ça. J'ai lu ça dans un magazine, en tout cas à l'époque. Et quel team K2. K2, okay. Donc marque bien connue dans le ski, mais assez peu dans le vélo, mais qui à l'époque faisait des VTT, le Razorback. Et en fait, j'ai fait connaissance de quelqu'un qui est resté un de mes meilleurs amis dans le milieu, Maël Donnet, que tu connais bien, qui est journaliste pour Vélo Vert, qui lui était dans ce team, qui arrivait d'une carrière sur route, un peu de cross-country, qui est allé vers la descente marathon aussi, et qui m'a présenté au team manager de l'époque, Jean-Yves Vassali, qui habitait à Torgon et cherchait un Français pour faire les descentes marathon. Ça s'est fait assez naturellement, et du coup j'ai
oui, j'ai beaucoup couru en Suisse pendant longtemps, jusqu'à l'époque que tu disais. Et d'ailleurs, K2, qui a été l'une des premières marques à créer une suspension électronique, pilotée électroniquement. Exactement. Alors, deux choses. On était les seuls à avoir une suspension pour l'époque bloquable au guidon. Ouais. Et après, en fait, on bossait avec Nolin comme suspension. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Bonne question. Nolin, oh là là, ça Nolin. Et voilà, on pouvait bloquer au guidon. On avait, c'est vrai, un des meilleurs vélos du plateau pour l'époque, avec 8 cm à l'arrière de débattement et 10 ou 12 à l'avant de tête. On était bien équipé pour l'époque. Ouais, voilà. Mais juste, pardon, je reviens là-dessus, mais il y avait bien un boîtier électronique de verrouillage de la suspension avec un parallélogramme déformable au niveau de la fourche. Moi, j'ai pas eu ça, Antoine. T'as pas eu ça? Ok, d'accord. Non. Nolin avait fait ça, en effet, mais j'ai pas eu. J'ai pas ce souvenir. Je peux pas dire de bêtises. Okay. Bon, je regarderai, je ferai mes petites. Faut que tu potasses. Mais là, c'est loin. Ok. Donc K2, ok, super. Et après, alors rapidement, oui, non, pardon, c'est pas pour dire que c'est pas pour dire que t'es long, mais c'est plutôt. Non, mais quand on est vieux, on a beaucoup de choses à faire. Voilà, faut réussir à compacter. C'est ça qui est fou avec toi, c'est que je suis pas capable de te donner d'âge. Et j'ai jamais réussi à te donner d'âge. Moi, je le porte comme un compliment. Voilà. Non, mais pour moi, t'as 40 ans. Bon, on va rester là-dessus. Ouais. Alors donc K2. Ensuite, t'as fait quoi d'autre comme K2 pour faire vite, comme tu dis. Après Giant Suisse. Ouais. Avant tout, j'étais chez Giant avant le team Eton, descente marathon, ainsi de suite, avec le distributeur suisse Comenda. Et après, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Giant France a monté un team par l'intermédiaire de Sébastien Chauvet, qui a créé le team Eton, peut-être dans les années 2002. Et puis étant français, le rapprochement s'est fait de manière assez naturelle. Sachant qu'en plus il y avait des descendeurs, des gens du Fort Cross, il n'y avait pas personne pour la descente marathon. Donc je suis allé, je suis resté une année, je crois, un peu sur Suisse-France. Puis après j'ai tout basculé sur Eton pour quelques années. Ok, excellent. Je me rappelle plus exactement de ton palmarès sur les mégas. C'était quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme? Écoute, j'étais un second couteau, on va dire. Je faisais souvent des top. Pour la montée Nafel, qui était une de mes courses préférées, j'ai dû faire 4 au scratch. Okay. En Suisse, les Torgona Bike, j'ai dû faire 5. Le circuit Red Bull, j'ai dû faire 3 du général. Toi, je faisais dans les 5, je gagnais pas. Second, j'appelle ça un second couteau. Et voilà, entre autres. D'accord, ok. Donc Giant, Eton et ensuite Scott. Et Scott a un long moment où là la partie pilote a vite ça a glissé aussi sur du travail, des missions pour les marques diverses et variées. Ça a commencé comme ça, bien que ça ait commencé avant, parce que j'étais pas un des premiers, mais j'ai tout de suite aimé vendre de l'image, on peut dire ça. Je sais pas si on peut dire ça, travailler avec la presse, travailler avec les magazines. Donc ça, c'est arrivé même avant Scott. Dès Giant, j'ai déjà fait beaucoup de trips à cette époque-là, sachant qu'à l'époque, il y avait que la presse écrite, que le print. Donc c'était vraiment différent de maintenant. Et début des années 2000, j'ai commencé à faire des trips et vendre de l'image. On était faut remettre les choses dans leur contexte. On était très peu sur ce créneau. Oui. Il y avait Greg Herbold qui faisait. Une légende, mais bien sûr. Mais non, c'est vrai que dans les années 2000, il fallait quand même mettre de l'effort, plus d'effort qu'aujourd'hui pour être dans la presse, pour être régulier, pour effectivement vendre des photos, vendre des trips. Les déplacements coûtaient aussi plus cher, le matos c'était pas très très accessible non plus. Donc c'est vrai que il y avait pas non plus, c'était pas aussi simple en gros de passer dans la presse et de faire des images de trips de vélo c'est sûr que le cercle était un peu plus fermé. Si on peut dire, c'est la presse écrite, maintenant avec les réseaux sociaux et autres, chacun peut montrer ce qu'il a envie, son talent, ses idées et ainsi de suite. C'était plus difficile à l'époque, tout à fait. Carrément. Et c'est aussi un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, qui est ce sujet de la professionnalisation
des pilotes, des athlètes, sur comment est-ce qu'on passe d'un côté pilote compétition, je veux dire carrément même payé pour ça, à ambassadeur de marque, qui est le côté un petit peu plus soft, parce que tu t'es pas ou plus obligé de faire du résultat. Enfin, je veux dire, on te sollicite plus pour ça. Donc ambassadeur de marque, puis effectivement un rôle de carrément presque RP, enfin voilà, manager des relations, responsable des relations presse pour la marque, quoi. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça ton parcours, toi? Ouais, t'as assez bien résumé, mais disons que ça se fait assez naturellement pour répondre à ta question, puisque après, t'as la compétition, t'as organisé des trips. Moi, j'ai toujours aimé les deux côtés de la barrière, l'envers du décor et la scène. Donc du coup, organiser pour les autres, j'aimais bien organiser des trips, je prenais autant de plaisir à le faire qu'après à y participer. Donc ça, j'ai toujours eu ce côté-là. Quand tu l'organisais, tu pouvais faire ce que tu voulais et inviter les gens que tu voulais. Donc déjà, j'étais libre, donc ça, c'était cool. Et puis après, petit à petit, ton cercle de relations professionnelles s'étend. Tu fais certaines choses, certaines missions, et en fait, c'est un peu comme des propositions à tiroir. Après, les marques le savent, et elles piochent en fonction de tes capacités, en fonction de leurs besoins, et ça va crescendo jusqu'à, en effet, participer activement aux relations presse, à des actions marketing, et bien sûr à de l'événementiel. Et je pense que d'ailleurs, alors, pourquoi est-ce que, et vous allez peut-être aussi vous demander pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça, mais je pense que c'est, quand je dis vous, c'est vous qui nous écoutez, bien sûr. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça? Je m'intéresse à ça parce que aujourd'hui, on peut avoir l'impression que c'est dur de bosser dans le vélo, c'est dur d'y rentrer, c'est dur même de se faire une reconversion athlète dans le milieu du vélo. Mais il y a des passerelles qui sont assez évidentes et qui sont bien défrichées déjà. Des gens qui ont fait ça et qui le font très bien, dont tu fais partie. Jay Clemens également est là-dedans. Guillaume Heinrich qui est chez Bosch aussi. Donc les passerelles, elles existent, et je trouve intéressant aussi de comprendre un petit peu comment justement faire ces passerelles et pourquoi, à mon sens, c'est accessible, pas à tous, mais pas loin. Moi, ce que j'ai remarqué, et tu vas me dire ce que t'en penses et tu vas me corriger si besoin, mais que en tant que, on va dire, pilote sponsorisé par une marque, du coup, on va te solliciter en tant qu'ambassadeur pour encadrer potentiellement sur des événements des groupes qui peuvent être des groupes de consommateurs et des groupes de journalistes. À qui ou même des dealers, ce qu'on appelle des revendeurs. Des revendeurs. Pour la marque, ouais. Donc en fait, tu vas les encadrer, tu vas leur faire découvrir un beau parcours pour leur faire tester le produit, le vélo, etc. Donc en fait, tu vas les encadrer et puis tu vas être avec eux pendant un moment. Et de fil en aiguille, ces groupes vont être potentiellement de plus en plus des journalistes à qui tu vas apprendre à parler, à qui tu vas apprendre à présenter les produits. C'est ça, jusqu'ici ? Ouais, c'est ça. Okay. T'as entièrement raison. Pour revenir au début de ce que tu disais, avant tout, pour aller dans le milieu, pour progresser dans le milieu, il faut vraiment savoir ce que tu aimes faire. Et je trouve ce que tu sais faire, que tu aimes faire. Il y en a qui sont plus produits, d'autres plus communication, marketing. Et à partir de là, si tu veux, que tu parlais de passerelle, en effet, il faut déjà choisir un domaine avec lequel tu es à l'aise naturellement. Et après, ensuite, progresser dans ce domaine et faire en fonction de tes compétences. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et il est évident que des gens qui ont un très gros palmarès, tu parlais de Jérôme Clemens, ont tout de suite une crédibilité beaucoup plus grande. Et c'est bien normal. Voilà, le palmarès est là aussi pour ça, pour apporter de la crédibilité. Et vas-y. Et après, il y a l'expérience aussi, parce que je veux dire, quelqu'un comme Jérôme Clemens, qui est en charge
des événements aussi pour Cannondale aujourd'hui, en fait, il a cette expertise sur le produit, sur le vélo. Je me souviens plus quel exemple j'avais en tête, mais il est d'une expertise tellement pointue sur le développement des produits que forcément, quand il va être en face d'un journaliste, il va être capable de... Tu soulèves un point important. Il faut mieux être à l'aise, c'est plus facile de passer du produit à la com que de la com au produit, évidemment. Maîtriser le produit, ça un bon minimum, ça reste la base de ta crédibilité. Je parlais de palmarès, et oui, en effet, produit, et après, tu vas bien comprendre le produit. Tu n'es pas obligé de devenir chef produit, évidemment, mais bien comprendre le produit pour après bifurquer vers de la presse, vers des revendeurs, ainsi de suite, où là, tu vas maîtriser ton sujet. Déjà, c'est agréable de maîtriser son sujet, et puis tu seras crédible. Voilà, tu auras des choses intéressantes à partager avec eux. Bien sûr. Et donc, de fil en aiguille, encore une fois, quand on continue, c'est à force de parler à des journalistes et de le faire bien et de faire du bon boulot, on accède à des fonctions peut-être un petit peu plus intégrées responsable RP pour les marques. Tout à fait. Ouais. Mais je te recoupe, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que moi à mon époque c'était moins facile. J'ai eu le cas chez Scott où je m'occupais du marketing bike pendant 1 an. Il y avait très peu d'externes. Je parle même pas de télétravail, je parle d'externalisation. Il fallait en effet être salarié à la société, aller au bureau. Et je remercie encore Scott à cette époque parce qu'il j'avais pas mal de souplesse pour l'époque. Bien, merci à eux. Ça reste une super expérience. Et voilà, tandis que maintenant, c'est vrai que les sociétés sont souvent... tout le monde est en flux tendu, souvent il y a la charge de travail, je ne dis pas qu'elle est plus importante, mais elle est différente. Donc on peut plus facilement avoir des consultants, travailler en externe pour les RP, ainsi de suite, qu'à mon époque. Donc oui, c'est plus dans l'air du temps qu'il y a 20 ans. Ok. Et alors, si on continue sur toi, ton parcours, oui. Donc là, on est chez Giant. Tu avais commencé déjà un petit peu ce travail. Ouais. Ensuite, tu le développes chez Scott. Et là, pour moi, c'est vraiment là où tu as commencé à vraiment être sur ce rôle d'ambassadeur. C'est pour ça que je parle d'ambassadeur, parce que tu étais sur tous les événements. C'était le côté de la barrière chez Scott, vraiment, côté ambassadeur et côté boulot. Ouais, ok. Et du coup, et en continuant là, c'est quoi la suite ? C'était quoi la suite pour toi ? La suite, c'est déjà l'idée, c'est de tout le temps essayer d'apprendre des choses. Et chez Eton, pour revenir vite fait, avec Sébastien Chauvet, c'était quelqu'un de très créatif, en avance sur son temps. Le team à l'époque était un des plus gros teams français, mais il n'y avait pas que l'aspect compétition, il y avait plein de choses qui étaient nouvelles pour l'époque, comme les Eton Days. Ces tournées d'essais, on allait rouler avec des consommateurs pour des gros magasins. Donc je me suis toujours inspiré étape par étape des choses, des gens, des choses qu'on a faites. Et chez Scott, par exemple, citer qu'un, je vais citer Franck Gamonet, qui m'a appris beaucoup de choses. Bien sûr. Et Franck, qu'on salue, parce qu'il il m'étonne, il m'inspire par sa longévité. Il est toujours là et toujours de bonne humeur. Et voilà. Exactement, égal à lui-même, tu as bien résumé. Ouais. Et du coup, j'ai appris toutes ces choses-là pour, en effet, aller après vers des fonctions, on va dire, un peu plus officielles, même si je suis toujours resté en externe, en allant là plus vers le marketing comme relation presse. J'aime bien le produit, je pense être à l'aise avec, un minimum en tout cas, mais je suis plus allé, moi, côté presse, marketing, ainsi de suite. Et donc après, chez Scott, j'étais à la fois un peu Scott Europe, pour côté ambassadeur, et puis Scott France aussi pour le travail. Et puis après, voilà, l'émission, si on raccourcit un peu les choses, il y a eu une année de transition chez Giant où je suis retourné une année. Et après, il y a eu le projet Peugeot qui est arrivé, qui a duré quand même 7 ans. C'est pareil. Quand même. Donc, via Cycle Europe au début et via plein de choses que tu connais. Je ne vais pas m'étaler, mais ça a été très vaste. Et là, pour le coup, tu parlais de toucher tous les domaines. Là, pour le coup, chez Peugeot, j'ai absolument touché tous les domaines. Très, très bien. Donc,
Habituellement, je pose une question qui est parallèle à quelle est ta première expérience dans le vélo. Du coup, quelle est ta première expérience pro dans le vélo? Bon, là, du coup, on a un peu compris. Pour moi, vraiment pro chez Scott. Ouais, Ouais, chez Scott. voilà, les années 2000. Les années 2006, 2007, 2008 Ouais. par là. Ouais. Ok. Justement, alors parle-nous de cette expérience de ce projet Peugeot. Alors, je mets un petit préambule à ça. Donc, Peugeot a récemment réorienté sa stratégie, a fait des changements. Donc, je comprendrais parfaiement si s'il y a des sujets sur lesquels Il y a des sujets sur lesquels je vais rester assez discret, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, encore une fois, pour moi, il y a aucun sujet là-dessus. Juste, tu me dis et voilà. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet Peugeot Plaisir. et parce qu'on a vu des choses quand même pas mal. Enfin, il y a eu aujourd'hui, on voit Yannick Pontal qui quand même a été champion du monde d'enduro, d'enduro e-enduro sur les World Series, qui l'année précédente était chez Peugeot, quoi. Et quand même, bon, c'est magnifique parce que bon, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, mais il y a eu quand même un superbe projet, et j'aimerais aussi comprendre que tu nous expliques dans quelle mesure, voilà, tu peux nous clarifier ça, mais pourquoi est-ce que ce projet s'est arrêté? Donc bon, on va commencer par le commencement, mais Ouais. Le commencement, il est assez simple. J'étais donc en 2012-2013. J'avais repris ma liberté et puis à l'époque j'avais rencontré David Limo sur la plage au Roc d'Azur en discutant, et il m'avait parlé de nouveaux projets pour Cycle Europe, et j'avais jamais mis les pieds chez Cycle Europe alors que mes parents habitent à 10 minutes. Déjà il y avait beaucoup de curiosité de ma part. Je croisais souvent des gens qui y travaillaient et j'y croyais pas trop au truc, mais il m'a dit prends quand même rendez-vous avec un PDG actuel encore, Jérôme Valentin. Et puis ça s'est très bien passé, et je me suis lancé à la base comme ambassadeur, et on parlait de petit à petit d'aller crescendo dans certaines choses. Je suis arrivé en tant qu'ambassadeur, un peu RP, des choses comme ça, et puis ça s'est vite étendu. En fonction des besoins de la boîte et de toi ce que tu sais faire. Donc j'ai pas mal participé aussi avec Mickaël Duvivier, qui est toujours chef produit au produit. Ça a été assez passionnant. Là, j'ai appris pas mal de choses parce que là, on parle d'envers du décor. Faire des specs, c'est encore un autre domaine. Voilà. Donc, ça recoupe la compétence. Pardon, je te coupe, mais ça recoupe la compétence et l'intérêt sur le produit aussi, quoi. Ouais, c'est bien en fait d'avoir tous les tenants et les aboutissants. En effet, comprendre pourquoi on fait telle chose, tel produit à tel moment sur tel segment, ainsi de suite. Donc après, pour s'occuper des choses qui se voient plus, c'est nettement plus facile de comprendre comment ça marche. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles, que tu nous repositionnes également dans le contexte, parce que bon, tout le monde connaît les vélos Peugeot. Ouais. Et là, les gens qui nous écoutent se disent peut-être, oui, mais pourquoi est-ce qu'il nouveau projet Peugeot, ça n'a jamais bougé, ça a toujours fait des vélos. Ouais, est-ce que tu peux nous rappeler aussi ce contexte-là, de pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce de renouveau à l'époque? Est-ce que c'était que le VTT ou est-ce que c'était aussi tout le reste, et pourquoi ce renouveau, dans quelle mesure? À l'époque, pour moi déjà Peugeot, si on parle du VTT, pour moi Peugeot c'était synonyme de quelqu'un qui porte le même nom que toi, c'est Christian Taillefer, que j'ai côtoyé encore 6 mois quand je suis arrivé chez Cycle Europe, puisqu'il était au produit. C'était un plaisir et un honneur de collaborer avec lui. Et donc Peugeot, c'est en effet un historique très fort. C'est la marque, si on remonte très loin, qui a vendu énormément de vélos dans les années 70, 80, ainsi de suite. Tout le monde avait un vélo Peugeot quasiment dans son garage, j'exagère, mais pas tant. Et après, pour le VTT, c'était des pionniers, les premiers Roc d'Azur, gagnés par Tim Gould, notamment. J'en citerai qu'un, ça parle pas aux jeunes, mais il faut quand même citer les gens qui l'ont fait. Et puis on va remonter tout de suite à la descente, parce que Peugeot, il y a plein qui pensent que Peugeot faisait pas de descente. Je crois la dernière, je ne vais pas dire de bêtises, la dernière Coupe du Monde gagnée en descente par Peugeot, ça devait être en 98 au jet par Christian Taillefer. Donc voilà. Et après, il y a eu pas mal de choses. Jérôme Ciotti en cross-country. Après, il y a eu un temps mort, en effet.
Et puis arrivé ces années-là où je suis revenu, où Peugeot a voulu revenir un peu, au début moi j'étais ambassadeur, a voulu revenir à la compétition, et après il y a eu en effet la création du team dans un deuxième temps. Ouais. Ok. Voilà, donc Peugeot a un historique très fort, en effet, mais c'est pas parce qu'on s'appelle Peugeot que c'est pour autant facile de revenir. Et en effet, là on parle de VTT, mais c'est parce que c'est le segment le plus voyant dont on parle le plus, puis nous on est passionnés, on est dedans, c'est normal. Et Peugeot aussi se voit bien sûr comme une marque de mobilité. Peugeot, ce sont les voitures, donc dès le début, il y a eu cet axe fort de la mobilité, et même dans ces années-là, c'était déjà un axe fort de développement, évidemment. Et alors, ça avait quelle gueule quand t'es arrivé chez Peugeot? Parce que là, tu nous as dit, tous les gens pensaient à Peugeot, Christian, mais ça avait quelle tête? Au niveau VTT, il n'y avait plus grand-chose comme produit vraiment dédié à la pratique sportive. Ouais. Il y avait un semi-rigide en 29 pouces, pas dire de bêtises. Il n'y avait plus de tout suspendu, mais justement, ça a été un des projets rapides, le RSM 21. un premier vélo, voilà, tout suspendu, style trail, 150 mm. Ça a été le premier projet passionnant avec Michael Duvivier, le chef produit. Et après, ça en est suivi plein d'autres vélos. Mais c'est vrai que quand je suis revenu, il y avait, c'est mon point de vue, il y avait un niveau sport, ça avait été mis un peu de côté. Donc il y a eu beaucoup de choses à faire, mais c'était ça aussi qui était passionnant. C'était d'avoir la main, si je puis dire, ou pouvoir, pas avoir la main, mais pouvoir actionner plein de petites manettes dans cette usine où tu peux faire Cycle Europe, tu peux faire énormément de choses. Il y a encore les soudeurs qui faisaient les vélos d'avant, même s'il y avait plus personne qui soudait des vélos, mais il y avait toujours le savoir-faire qui était là. Il y a la peinture, il y a le montage individuel. Donc il y a des gens, c'est sûr qu'on n'est pas dans un milieu de passionnés comme je l'avais connu chez Scott ou chez Giant, où là c'est vrai que tout le monde roule, tout le monde est passionné de vélo. C'est différent, mais il y avait quand même un ADN assez fort, un historique fort sur lequel tu pouvais t'appuyer pour avancer chez Cycle Europe. Et puis après, il faut que les gens croient en toi, croient en le projet. Et à l'époque, Jérôme Valentin a cru tout de suite dans le projet, ce qui a fait, quand le PDG croit dans le projet, généralement ça avance un peu plus vite. Voilà. Bien sûr. Et c'était quoi l'enjeu de relancer une marque comme Peugeot? Est-ce qu'il y avait des objectifs? Est-ce que vous étiez dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est j'imagine que vous voulez pas faire de podium en AWS, mais en Enduro World Series, mais c'était quoi le brief, en gros? Le brief, en fait, c'était de monter crescendo en puissance, ce qu'on a fait. Faire un peu il n'y avait pas que le côté compétition, il y avait vraiment le côté image aussi pour la marque. C'était vraiment lié. Le team devait faire parler de la marque pour refaire parler d'elle dans le bon sens du terme. Donc les objectifs, c'était vraiment de se refaire une image sur ces segments-là. On sait que le segment compétition, le segment image, après rejaillit sur tous les autres segments de la marque. C'est un peu le principe généralement. C'est ça que les marques font de la compétition. Et du coup, pourquoi l'enduro? Pourquoi ce créneau-là? Parce que déjà, je venais un petit peu de là quelque part et ça me passionnait, donc j'ai orienté les choix dans ce sens-là. Et après, on a eu rapidement, tout au début, Morgane Genier qui nous a rejoint assez rapidement, qui a apporté beaucoup à la marque par sa fraîcheur, par son pilotage et son talent. C'était le bon compromis. Morgane, c'est le bon compromis image, compétition quand on l'a pris chez Peugeot, et ça a été super pour la marque. Et après, on est monté en puissance tranquillement. De nouveaux vélos sont arrivés, de nouveaux objectifs. Les budgets ont grossi. Là, on parlait de l'aspect Cycle Europe, mais il y a aussi un aspect, il faut très bien le comprendre, très important de la part de Peugeot Maison Mère, dirigé par Catal Lugan, que je salue également, qui m'a beaucoup aidé, qui est retourné dans l'automobile, mais qui m'a beaucoup aidé, qui a cru dans le projet, parce que pour que ça marche, il faut des budgets, tu le sais bien, et Peugeot, c'est une grosse boîte, donc quand il se lance, ça ne peut pas être non plus artisanal. Voilà, bien sûr. Tu peux pas bricoler. Donc les deux parties ont cru dans le projet. Le Peugeot Design Lab à l'époque, qui était en charge du cycle, et Cycle Europe. Ce qui m'a permis finalement de gravir ça a grossi assez vite, et on a pu aller vers un Nicolas Lalo assez rapidement, qui était une star de l'enduro à l'époque.
Voilà. Ok. Et donc le team, alors là on parle de team, mais donc juste à la grande époque, le team, il y avait qui comme pilote? Donc Morgan. Bah après il y a eu Morgan il y a eu un pilote d'image qui était là depuis le début, qui a gravi les échelons, qui a eu Kofac, ambassadeur, ainsi de suite. Jean-Roch Vecten qui faisait de la vidéo, qui a fait un bon boulot pour la marque également, sur un créneau différent, mais qui justement qui apportait je parlais de fraîcheur, et c'était le cas, un ton différent. Et Morgan, puis après Nicolas Lowe, puis après t'en as parlé, hein, il y a eu Mathieu Ruffray et Yannick Pontal qui ont apporté encore dans la professionnalisation du team, et puis les résultats, je devrais me rappeler pourtant, mais j'ai un petit doute, mais Morgan a gagné assez rapidement le scratch de la Coupe de France Enduro sur un Peugeot. Je ne me rappelle peut-être pas forcément, mais c'est venu assez vite. Et après, elle a fait des top 10 en EWS avec le Peugeot. Et puis après, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est très important. À la base, Peugeot, comme Cycle Europe, voulait aller vers la compétition électrique. Ça, on n'en a pas parlé, mais le cheval de bataille, c'était quand même ça. On pouvait faire de l'enduro classique, mais il fallait vraiment qu'on avance vite sur l'électrique, et on l'a fait. On a fait développer un vélo. Il y a une collaboration pour développer un vélo, notamment avec Antidote, un vélo qui est bien né, puisque Yannick Pontal a fait notamment de super résultats avec ce vélo. Voilà. Et justement, alors, tu parles qu'il y a deux entités, donc il y a Cycle Europe qui était détenteur de la licence. Qui est détenteur de la licence. Donc de l'exploitation, enfin, qui a le droit d'exploiter le nom et la marque Peugeot dans le domaine du cycle. On est d'accord? Et donc à côté, il y a la maison mère, donc Peugeot, qui est propriétaire de la marque et qui du coup en gros loue la marque à Cycle Europe. C'est ça? Ouais, alors c'est pas que je te coupe, mais bien sûr, vas-y. Je peux m'étendre sur ce sujet parce qu'il y a plein de. Je sais pas, que je me sens pas légitime, je connais assez bien l'histoire. Tu te doutes parce que j'étais au centre. Non, mais c'était juste pour comprendre d'une manière. Comme tout est tout le temps en mouvement, mais oui, t'as bien résumé. Mais c'est une licence, c'est classique, hein, c'est une licence classique où Cycle Europe avait l'industrialisation, la commercialisation des vélos, et en gros Peugeot était garant de la bonne image de la marque, mais tout ça se faisait en étroite collaboration. Pendant des réunions auxquelles je participais, et c'était passionnant de pouvoir échanger et d'avancer comme ça. Ok. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est à l'époque, à ce moment-là, pendant cette période, quels étaient les inputs de la marque, si toutefois il y en avait? Tu nous as parlé de la volonté d'aller sur la compétition électrique, sur les produits électriques aussi certainement, mais est-ce qu'il y avait d'autres inputs? Est-ce qu'il y avait d'autres engagements de la part de la marque pour d'autres objectifs de la marque? On va sortir de la compétition, mais c'est sûr que je te parlais de mobilité. Mais l'input, tu vois bien toutes les pubs de voitures maintenant. Pour les déplacements courts, veuillez marcher ou prendre votre vélo. C'est dit à la fin de chaque pub si tu veux acheter une voiture. Et là, t'es en plein dedans. Donc le gros sujet, c'était quand même la mobilité, sortir des vélos novateurs qui participent à cette nouvelle mobilité, si on peut dire. Et après, l'aspect électrique. Pourquoi l'aspect électrique? Parce que je vois aussi beaucoup de voitures sont électriques maintenant. On va vraiment de plus en plus vers ça. Toutes les marques y vont, en tout cas, sans porter jugement, bien entendu. Et l'électrique, qui dit électrique dit technologie. Donc, tu vois, pour une marque comme Peugeot, avoir un produit vraiment très élaboré au niveau électrique, ça avait beaucoup de sens aussi. Et la compétition en électrique, même si c'est vrai que je reconnais, il y avait pas grand monde au début, peut-être, ça a mis du temps, mais ça reste un excellent laboratoire. La compétition. Et le but, c'est que la compétition devait servir de laboratoire pour développer ce vélo, apporter de la crédibilité. Voilà le schéma. Et après, de toute façon, Peugeot est une marque généraliste premium. Voilà, en vélo, c'est comme ça qu'on pouvait l'identifier. En tout cas, c'est comme ça que je l'identifiais. Donc voilà, fallait être présent sur cet enseignement par rapport à ça, quoi, à ce choix, quoi. Ok. Et alors, de quelle manière est-ce que la marque s'exprimait, ou en tout cas, faisait des recommandations ou
Concrètement, c'était quoi? C'était bon, les gars, nous, ce qu'on veut, c'est, par exemple, pour le team, pour et le puis team, pour les produits. Je parlais de ça, c'est la partie qui me surtout, qui m'incombait plus particulièrement. Le team, déjà le team, il fallait que ce soit assez carré. Je te l'ai dit, c'est une grosse boîte, donc les pilotes étaient salariés, voilà. Si tout devait être relativement carré. Et après, la marque voulait avoir une image quand même relativement pas sérieuse. Je sais pas si sérieuse c'est le bon mot, parce qu'il fallait apporter, je t'ai dit, de la fraîcheur, et le team le faisait. Voilà, apporter de la jeunesse, de la fraîcheur. Et après, communiquer plus sur l'électrique que sur le classique. C'était ça la voie. Même s'il y avait des beaux résultats, c'est vrai, en VTT classique, il fallait plus quand même communiquer sur l'électrique, parce que c'était la voie choisie, quoi. Voilà. Ok. Ça gagne quoi un pilote d'enduro VTT qui performe en Coupe du Monde? C'est très difficile. Elle n'est pas difficile comme question. Voilà. Pardon. Bon, déjà le team il s'est arrêté il y a quelques années, donc les chiffres ont vraiment pu évoluer. Tu sais qu'en enduro il y a eu un boom au début. Toutes les marques s'y sont mises. Après il y a eu une petite période de creux. Puis remonter un peu pour arriver à une certaine stabilité. Je pense que quel que soit le pilote, t'es assez enfin moi pour parler de mon expérience, donc je vais pas parler pour les autres, parce que des CV de pilote j'en recevais quand même pas mal. Si t'as déjà 2000 euros par mois hors prime, hors frais de déplacement, hors matériel, ça me semble un bon début. Mais ça c'est aussi, là c'est à la fois une question que tu me poses sur des faits, et c'est aussi un avis. Je suis pour quelque chose de carré, et dans la mesure du possible, en fonction du niveau des gens. Je dis pas qu'il faut surpayer ou sous-payer les gens, mais voilà, faut que chacun y trouve son compte, et faut ni que le pilote soit trop gourmand, ni que la marque essaye de bricoler. Voilà. Et tu sais que des fois dans notre milieu, il y a un côté artisanal, tu le connais, qui fait qu'on peut dévier vers ça. Donc chez Peugeot, j'essayais en tout cas dans la mesure du possible voilà, que ça soit droit. Tu dirais que, donc du coup, sans parler des pilotes qu'on connaît ou que tu as eu, voilà, mais si on pouvait essayer de deviner ce qu'un Richie Rude, Richie Rude, c'est un des top pilotes américains en enduro. Compliqué. Compliqué non, parce que je le sais pas. Après tu peux me demander mon avis en tant que voilà, comme toi, je peux te retourner à ce sens-là, je peux te retourner la question. Je te dirais juste que j'espère qu'il gagne pas mal d'argent, parce que ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de risques. Donc t'as intérêt, et ça dure. C'est basique ce que je dis, mais ça dure pas longtemps, et donc tu as intérêt à prendre de l'argent quand même pas mal, j'espère en tout cas pour faire ce job, parce que là tu parles de l'aspect compétition, mais il y a aussi tout l'aspect maintenant qui est réseaux sociaux, enfin communication, faire parler ça, son image qui est un peu plus lourd qu'avant aussi. Une marque demande beaucoup plus qu'un athlète qui a 20 ans. On t'en parlait tout à l'heure, une marque il y a 20 ou 25 ans, tu faisais de bons résultats ou de résultats corrects, enfin voilà, chacun à son niveau, tu faisais quelques pages, une vingtaine de pages, tu dis ça comme ça en print, en presse écrite, et voilà. Maintenant il faut constamment alimenter ces réseaux sociaux, comme il faut toujours avoir une image un peu plus calculée, je dirais. C'est peut-être un vieux qui parle, mais un peu plus calculé, mais tout ça c'est énergivore et chronophage. Bien sûr. Voilà, donc tu as intérêt pour faire tout ça, quelque part, tout ça c'est du boulot, donc faut gagner de l'argent. Voilà, c'est mon avis. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on avait. Alors, il n'y a pas beaucoup de pilotes dont on connaît le montant du salaire, mais c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais des Sean Palmer. $1 million chez SP. $1 million chez SP, quoi. Mais vu l'image qu'il avait mondiale, ça a dû faire vendre des vélos. C'est sûr. C'est sûr que Sean Palmer. Alors, si vous ne connaissez pas Sean Palmer, je vous mets le nom dans les notes de l'épisode. C'est quelqu'un qui a radicalement changé le visage du VTT et de la descente en particulier. Qui était un touche-à-tout absolument incroyable, extrêmement doué, qui en faisant
peu de choses, il est arrivé vice-champion du monde à Cairns en 98. Ouais, tu dois avoir raison. Moi, je me souviens de la deuxième place en Coupe du Monde au jet derrière Nico Vouilloz, à très peu, quelques centièmes, il me semble. J'étais dans la raquette d'arrivée. Je m'en souviens très bien. Et puis le costume à paillettes qui en a suivi sur le podium. Ouais. Et ouais, donc Shaun Palmer est quelqu'un qui venait à la base de la motocross, du snowboard et tout ça, et qui est arrivé dans le VTT avec un contrat pour Specialized à $1 million, et c'était voilà, ça fait les grandes lignes. Plus proche de nous, plus récemment, on a Aaron Gwin aussi qui semble-t-il fonctionnait bien. Hein, ouais, on va dire que là tu peux aussi mettre à l'échelle, ils sont à l'échelle américaine, enfin souvent il y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi le championnat US, et à l'époque on touchait déjà c'est à l'échelle de leur pays. Aussi. Bon, maintenant on domine en descente, Bruni, ainsi de suite, mais je veux dire, les contrats étaient assez élevés aux US, puisque à l'échelle de leur pays, c'est pas le même marché non plus. Voilà, il y avait ça aussi quand même à prendre en compte. Bon, on demandera à Loïc Brogny combien il gagne. Un podcast avec Loïc Brogny, tu verras s'il est bavard ou pas. Je suis sûr que Laurent Delorme, exactement. Laurent, je suis sûr qu'il s'étendra longtemps sur combien gagne Loïc. Non, mais le sport se professionnalise, on voit de plus en plus de VTT partout, donc je souhaite à tous les pilotes de bien gagner leur vie. Bien sûr. Alors mon sujet, hein, qu'on se comprenne bien, mon sujet c'est pas d'aller dans le gossip et de savoir combien gagnent les gens. À la limite, on s'en moque. L'important, effectivement, comme tu dis, c'est que en fait, c'est des comment dire, ce sont des sports dans lesquels il y a un tel engagement pour une durée de pratique qui est quand même assez réduite, même si évidemment on voit dans la descente, on a des doyens comme Steve Pitt, même Greg Minard et Flo Payette, qui ont des carrières d'une durée qui sont impressionnantes, mais on remarque quand même la majorité s'arrête aux alentours de 30-35 ans. Et donc oui, c'est comme dans n'importe quelle carrière sportive intense, il y a un délai qui est relativement restreint pendant lequel en fait faut tout simplement correctement gagner sa vie, parce qu'après c'est pas évident, quoi. Donc voilà, le point, c'est simplement de dire que effectivement il faut que les pilotes, les compétiteurs soient bien payés, parce que mine de rien, ils engagent un peu pas mal de choses, hein. S'ils se blessent, on voit des gens comme Tarek Razouli qui était l'un des pionniers du freeride et qui avec une mauvaise chute s'est retrouvé paraplégique. On peut le saluer, qui dirige une super agence entre autres de résolution. Exactement, donc Tarek qu'on salue, qui nous écoutera pas en français, mais on le notera dans les notes de l'épisode. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que il faut que les pilotes soient bien payés. Il faut que les marques évidemment jouent le jeu, et je te sais défenseur aussi, donc tu nous l'as dit, des intérêts des pilotes pour faire en sorte que tout le monde profite, on va dire, de cet élan et de cette visibilité dont dispose le vélo aujourd'hui, quoi. Oui, tu as entièrement raison. Et après, l'autre aspect, ce sont les médias. On sait très bien que pour un sport génère du business, faut qu'on voit ces images dans l'idéal à la télé. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas, ça ? Peut-être un peu moins, tu vois, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite. On va dire ce qui est toujours le cas, c'est qu'il faut que ça sorte de sa bulle de spécialiste et que le grand public arrive à voir un peu de temps en temps des images du sport. C'est ça aussi qui fait. C'est comme un athlète, quand il commence à être reconnu en dehors de son sport, ça veut dire qu'il a atteint une certaine notoriété. Bien sûr. Et je pense que pour une discipline, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens commencent à regarder du biathlon, par exemple. Alors que c'est un sport au début qui est assez réservé aux spécialistes. Et maintenant, beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui disent tiens, je regarde le biathlon, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est ça qui est important aussi. Carrément. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le VTT peut intéresser du monde à l'extérieur de ce... Alors, est-ce que il peut intéresser du monde, et comment ?
C'est une question assez vaste. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe majeur, il a lieu en France l'année prochaine. Il y a les Jeux Olympiques avec le cross-country. Et là, forcément, ça va vraiment drainer un très large public. Et voilà, donc il y a l'aspect compétition dans des compétitions regardées mondialement, comme les Jeux Olympiques. Et après, il faut durer dans le temps. Il y a plein de sports que tu vois qu'aux Jeux Olympiques. On peut en citer parce que je peux, voilà, mais après qui tombent dans l'oubli pendant 4 ans, qui rejaillissent aux Jeux Olympiques. Non, là, on est comme nous, je pense, au VTT, nous, sur un sport qui est vraiment dans l'air du temps. Spectaculaire, tu l'as dit, de plus en plus spectaculaire, de mieux en mieux filmé. Donc tu t'aperçois de l'aspect spectaculaire. Donc c'est très difficile c'est hyper important. Comme la descente à ski, ainsi de suite, ces choses-là. Je m'égare, pardon. Qu'est-ce que je disais ? Non, mais tu sais, c'est pour revenir à qu'est-ce qui peut faire que le VTT soit plus visible, quoi. Visible sur des chaînes, sur des chaînes grand public, ainsi de suite. Mais le vélo, de manière globale, a tellement le vent en poupe. Si on le prend de manière globale, on est quand même sur un créneau. Alors on sait qu'on t'en a parlé d'ailleurs plein d'autres dans tes podcasts. On est sur une période très dure au niveau business, économie, ainsi de suite, pour diverses raisons que vous avez abordées, qui étaient très intéressantes. Mais si on voit un peu plus large, le vélo, on est quand même sur c'est pour demain, pour après-demain, on sait que c'est un créneau hyper porteur. Donc voilà, donc la compétition, on peut aller jusqu'au Tour de France à ce compte-là, c'est le 2e ou 3e événement le plus regardé au monde. Voilà. Et on est bien loin de l'image du vélo de route des années 80. Les pratiquants sont plus les mêmes, à tout point de vue, d'ailleurs. Et le VTT, la descente, ainsi de suite. Voilà, moi j'engloberais tout ça, c'est de manière globale, je dirais le vélo de manière globale. La descente, c'est la Formule 1, le cross-country, c'est une discipline olympique, ainsi de suite. Et voilà, faut voir le vélo d'une manière globale, je pense. Et c'est ce qui fait avec les coupes. Je te coupe, pardon. C'est ce qui fait que je pense que on va voir ce que ça donne, tant que ça se mette en place. Je porte pas jugement non plus sur les coupes du monde qui rassemblent et les championnats du monde qui vont rassembler toutes les disciplines. Et je pense que ça va dans ce sens-là. Ok. Pour revenir un petit peu à cette période Peugeot, dont on s'est rapidement éloigné, mais donc de quoi est-ce que toi t'es le plus fier dans cette période? C'est quoi ce que t'as mis en place, ce que t'as créé, qui t'apporte le plus de fierté? Alors tout d'abord, c'est un projet qui a été porté par plein de monde. Moi, je suis qu'une pièce dans l'engrenage. Voilà, on a déjà cité les gens qui avaient aidé tout à l'heure, donc je vais pas le refaire. Moi, ce qui me faisait plaisir à quelqu'un de passionné comme moi, c'est je recevais pas beaucoup de CV de pilotes, même internationaux. Donc je me disais que si je recevais des CV, ainsi de suite, c'est que bon, peut-être que les conditions étaient bonnes chez nous aussi, j'en ai conscience, mais que les gens ils se forçaient quand même pas à venir s'ils envoyaient des CV, si vraiment ton image est... Bien sûr. C'est qu'on avait réussi à petit à changer un petit peu l'image, à avancer au niveau produit, même s'il y avait encore beaucoup de boulot, mais on était sur la bonne voie et on avait commencé à attaquer l'image. Et puis le retour à la fin, ça serait de certains commerciaux qui commençaient seulement, tu sais, quand le boulot que tu fais au niveau d'image team, pour que ça se retranscrive au niveau des ventes et que les commerciaux te disent ah oui, on peut s'appuyer sur telle ou telle chose, faut beaucoup de temps. Et à la fin, on pouvait commencer à s'appuyer là-dessus pour les ventes. Donc ça veut dire que tu as fait un petit bout de chemin. Voilà. Passons à ce moment ou à cette partie où globalement, enfin, ça s'arrête sur quoi cette aventure Peugeot? Moi, je vais faire vite aussi sur ce sujet-là pour diverses raisons, des papiers signés, ainsi de suite. Voilà. Je te dirais tout simplement dans les grosses boîtes. Parfois, les budgets se coupent très rapidement. Je vais te donner un autre exemple pour Peugeot. Ils étaient sponsors de Roland Garros pendant 20 ans, 30 ans, 20 ans, allez, on va dire 20 ans.
et ça s'est arrêté. Tu as vu que Renault était sponsor de Roland-Garros cette année. Donc voilà, les planètes n'étaient plus alignées pour faire marcher un team. Il n'y avait plus d'intérêt à avoir un team à ce moment-là. Peut-être que ça arrivera un jour et qu'il y aura assez cyclique. Hein. Ça arrive souvent chez les grosses marques, malheureusement. Donc du coup, quand tu reprends ta copie, tu es obligé qu'il faut recommencer. Tu redescends de 3 crans, puis tu continues. Voilà, les budgets, voilà, les choix stratégiques ont été différents, et on m'a dit que le team allait s'arrêter, qu'il faisait plus partie des priorités. Mais je te dis, ça aurait pu d'arriver. Peugeot était présent dans plein de choses. Hein. Le vélo représentait, voilà, c'est des axes de marketing, de développement. Ok, stratégie. Donc, si je comprends bien, il y a le team, le team donc n'existe plus. Les pilotes sont repartis dans d'autres écuries. Il reste évidemment donc la marque et les vélos, les produits, tout ça. Est-ce que toi, tu continues à participer au développement des produits? Non, alors tu pourrais sauter sur ma question en actualité. Ouais, tu me bien l'as sûr. demandé au début. C'était ça. Mais non, j'ai plus de lien avec direct avec la marque. Je regarde ça du coin de l'œil s'il y a des choses. Je reste picousé de la marque. Puis le travail que j'ai fait, comme tu l'as dit, s'efface pas comme ça dans ma tête. Donc je regarde, mais d'un œil extérieur. Mais moi, je suis passé pour le moment à autre chose, et je collabore avec d'autres marques et je m'éclate dans ces tâches, quoi. Voilà. Bon, alors sur quoi tu t'éclates? Par exemple, cette année, depuis fin 2022, je recollabore pas mal avec Shimano. Ouais. Marque qui m'a sponsorisé, qui a sponsorisé le team, avec lequel j'ai fait pas mal de choses au cours des 15 dernières années. Puis voilà, on l'a dit tout au début du podcast, ce sont des propositions à tiroir, c'est en fonction du besoin des marques. Donc Shimano, via Yann Fouché, qui est mon interlocuteur sur ce projet, avait envie il y a un dealer camp qui s'est monté pour promouvoir le moteur, le P8, et bientôt le P801 qui est en train d'être livré. Donc ça, c'est un sujet passionnant de faire à la fois le off, monter le projet, et puis le on, faire les événements, co-organiser ces événements. Et voilà, par exemple, c'est typiquement le genre de projet où tu es des deux côtés de la barrière et tu peux t'éclater, hein. Voilà, c'est pas le bon mot, mais tu peux vraiment, enfin moi j'aime bien en tout cas ce côté préparer les choses, et puis après être sur le vélo, le faire, ça me correspond bien, je pense, par exemple. Ok. Oui, puis ça permet aussi de voir les deux côtés, enfin de pas simplement être dans le travail et la préparation, mais aussi un peu dans le plaisir, parce que quand tu montes un événement, tu as aussi envie de voir ce qui s'y passe et comment et puis d'en profiter, quoi. Moi, on l'a pas dit au début, on aurait pu commencer. Moi, c'est une de mes, c'est la voie que j'ai choisie. J'aime bien parler du vélo, j'aime bien travailler, mais j'aime bien monter dessus aussi. Alors je ne peux que te rejoindre là-dessus, parce que alors j'ai fait un post là-dessus récemment, mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, vous avez probablement vu que j'ai dit que j'avais mal au dos. Et en fait, c'est vrai que c'est très con, mais là, ce podcast, les vidéos, être actif, être présent, visible sur les réseaux sociaux et tout ça, ça nécessite beaucoup de travail, hein, comme chacun peut s'en douter. Beaucoup de travail qui fait que on passe quand même beaucoup de temps, à en parler derrière un ordi, faire du montage, faire tout un tas de trucs. Et c'est vrai que de manière bête, je me suis chopé je me suis bloqué le dos en gros bêtement en allant rouler sur un truc vraiment nul. Et en fait tout ça parce que je passe plus de temps à parler de vélo qu'à en faire, quoi. Et du coup en fait je suis sédentaire, quoi. En gros, je suis devenu après, il faut évidemment gagner sa vie. Voilà, il y a l'aspect boulot, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un ratio et se garder des plages pour pratiquer sa passion et être étudié, et en plus être en forme. Je dis même pas être performant, je dis juste être en forme. Moi, c'est ça, en fait. Je cherche pas à être particulièrement performant, même si évidemment j'ai un petit, tu vois, on se connaît, hein, on se connaît bien. J'ai un petit côté, ça reste, hein, c'est dans les gènes, mais effectivement, je pense que jusqu'ici j'ai un peu sous-estimé
le risque de passer trop de temps derrière un ordi. Et donc voilà. Mais ouais, sans être dans la performance, déjà être, enfin bouger, faire un peu d'exercice, être dehors, ça c'est bien. Et effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion que parler de vélo c'est cool, mais en faire c'est quand même vachement mieux, quoi. Donc voilà, il faut équilibrer le bon compromis. Faut équilibrer le ratio. Ok. Donc événement avec Shimano. T'as d'autres boîtes, d'autres marques avec lesquelles tu bosses? Après, il y a des choses plus, voilà, des gens qui m'ont soutenu, mais ça c'est notre boulot. Je collabore toujours un petit peu avec Hutchinson, par exemple, de temps en temps, mais c'est des choses vraiment. Là, on a tourné une vidéo, c'est pas un travail en tant que tel. Après, j'ai des missions plus diverses ou variées de consultants. Dans le milieu du cycle, que j'accepte ou pas d'ailleurs en fonction de ce que je suis capable de faire et ce qui me plaît. Voilà. Après, bah là, j'ai la possibilité de devenir ambassadeur pour Rothwild. Je remercie grandement Momo pour la mise en relation et tout ce qu'il a fait. Donc voilà. Après, voilà, ça peut être des missions vraiment back office. Voilà, on va appeler ça comme ça pour une marque qui me demande mon avis sur telle ou telle chose. Par exemple, ouais. Et toi, si j'ai bien compris, tu es quand même capable de parler aussi bien, on a dit produit, team, RP, enfin, je veux dire, même, tu sais, je pensais à la mécanique, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pas? Des trucs que je fais pas. Il y a un truc que j'ai jamais fait, par exemple, c'est tout ce qui est lié directement au commerce. Ok. Commercial, directeur commercial, ces choses-là, voilà. Vraiment vendre le produit de manière plus commerciale. Je sais pas si je saurais ou pas, mais en tout cas, j'ai jamais fait. Je me suis jamais dirigé dans cette voie. Je m'en suis approché. J'ai souvent, on collabore forcément avec les commerciaux, le directeur commercial pour mettre en place des choses, mais jamais l'aspect commerce pur, par exemple. Ok. Et très bien. Non, mais c'est top de voir que justement la polyvalence aussi paye, enfin à sa place dans dans des marques de vélo, des produits de vélo. Je trouve c'est puisque moi-même je suis un grand polyvalent et j'ai du mal à me mettre dans des cases. J'ai l'impression que toi aussi, même si du coup la case au sens large est bien trouvée, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui tu accompagnes les marques. La case, c'est ça, c'est d'avoir la liberté de faire un peu les choses qui me passionnent et essayer d'être compétent au maximum dans ces trucs. Mais généralement, quand t'aimes quelque chose, t'es plus compétent dans quelque chose que t'aimes pas trop, quoi. Donc voilà. Puis il faut aussi être conscient de ses limites. Au produit, ainsi de suite, pas aller dans des choses où t'es moins à l'aise. Voilà, tu peux être dans plusieurs cases, mais en prioriser quelques-unes. Ok. Et justement, toi, c'est laquelle que tu priorises? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer vraiment, voilà, que j'irais plus vers la compresse. Ouais, ok. Ouais, s'il fallait quand même un peu choisir un axe, dans ce compresse, je mets le sponsoring, évidemment. L'image, sponsoring, ça peut englober pas mal de choses. Voilà. Ouais, ok. Oui. Donc mais après, t'es obligé d'avoir un œil sur le produit quand tu fais ça. Bien sûr. Sans être directement, voilà, c'est pas toi qui va dessiner le nouveau vélo ou ainsi de suite, mais tu peux donner ton avis, les tendances, ainsi de suite. Voilà, ouais. Justement, tu t'es toujours sollicité pour du feedback produit, par exemple même chez les gens de chez Shimano? Non, pas chez Shimano, ça se passe pas au niveau Shimano France. Ouais. Voilà, après je peux faire un feedback, bien sûr qu'on fait des feedbacks sur un nouveau produit et on en discute beaucoup, mais plus entre nous, en off, je pense. Voilà, en ce moment il y a beaucoup de choses à dire sur le super moteur qui vient d'arriver. Je fais un peu de pub sur le P801 qui est un domaine passionnant, surtout il y a beaucoup de choses à dire. Et donc là, oui, quelque part, c'est du feedback, même si le produit est déjà sorti, donc on n'est pas dans du développement, c'est plus des discussions sur un produit qui est déjà complètement abouti, mais sur lequel on va échanger pour le présenter au mieux et l'expliquer le mieux possible aux gens. Ouais.
Ok, alors du coup, c'est quoi maintenant pour toi les next steps, les événements? Alors il y a, enfin, pas pour Mhm. toi, j'ai compris, mais du coup, il y a l'Eurobike là. Toi, c'est quoi la suite? Euh, ouais, c'est quoi la Mon suite, actu, ton bah programme là? c'est, Ouais. comme je te le disais au début, c'est chargé. Je fais un mix une fois de plus. Je fais Hmm. des petites opérations, on va dire ça, RP. Je pars avec des journalistes, voilà, faire des reportages. Ça peut servir l'image de sponsor, ainsi de Ouais. suite. Bah, avec Shimano, bah, il y a des réunions de travail pour voir ce qui va être mis en place, ce à quoi je peux participer. Là, j'ai une opération liée à la presse, par exemple, sur la MBRS pour Shimano. C'est un exemple concret, puisque ça a lieu dernier week-end de juin, là, début juillet. Hmm. Voilà, toujours mixer un peu cet événementiel, cette presse, voilà. Et après, les projets, c'est aussi en fonction, je te le disais, des besoins des marques. Et donc, ça peut varier un petit peu. Ouais. Et après, bah, oui, l'événementiel, j'aime toujours bien aller sur côtoyer, même à titre personnel, un peu notre milieu. Hein. Le Vélo Vert Hmm. Festival a eu lieu il y a peu de temps, on s'est croisé là-bas. Ouais. Ça reste un milieu quand même sympa dans lequel évoluer, on peut pas se plaindre. Bien sûr. Voilà. C'est quoi les événements selon toi qu'il faut pas louper cet été là Cet été, bah, il y avait le Vélo Vert là, qui était très sympa, donc qui a eu lieu Hmm. début juin. Après, tu as l'aspect pour nous, les pros, il y a les Prodèses, par Ouais, exemple, pour de bien sûr. Versailles, mais ça, c'est plutôt professionnel. Et après, les événements, ça dépend ce que tu as envie de faire. Il y a la Passport là, qui a lieu Ouais. ce week-end et on va s'y voir encore. Ouais. Et là, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est grand public, c'est sur un spot de fou, c'est à Morzine, une des Hmm. mecs voire Ouais. françaises du VTT. Donc, je conseille à tout le monde quelqu'un qui veut se rendre compte un peu de tout ça, qu'il aille à Morzine. Et puis, il en reste un qu'on va citer, évidemment, auquel on voit le plus de monde. Et pour moi, on voit vraiment toujours le plus large spectre de pratiquants, c'est le Rock d'Azur, bien Ouais, bien évidemment, sûr. Hmm. où on voit tout le monde et quelque part la masse de pratiquants, tu la vois souvent une fois dans l'année au Rock d'Azur. Hmm. Voilà, c'est Pour mon toi, spécialiste. c'est toujours vraiment l'événement de référence en France. Oui, ça reste pour moi l'événement de référence parce que c'est en fin d'année, parce qu'il fait beau, que les gens qui n'ont pas, qui habitent pas au soleil, ils peuvent aller au soleil, ils prennent leurs vacances. Donc ça attire un très large public de pratiquants. Tu vois autant le descendeur qui a fini sa saison que Hmm. le crosseur, voilà, qui roule, qui négocie peut-être ses futurs contrats. Et puis les marques, et bien heureusement, pour l'instant, répondent encore assez présents, les grosses marques, je parle, au niveau des stands, ainsi de suite, Hmm. parce qu'on sait très bien que ça s'est vraiment érodé, tout ça, la présence des marques sur les salons, des grosses marques, notamment l'Eurobike, où il en manque plein maintenant. Mais au Rock d'Azur, pour l'instant, ça tient, et je trouve ça Hmm. chouette et normal pour le pratiquant, je vais dire de base, mais c'est pas péjoratif, qui est content de voir ce qui est normal. T'as telle marque de vélo, tu vois ton stand et quelque part, ça me semble respect voilà, Hmm. pour le pratiquant. Bien sûr. Mm, mm. Euh, alors, où est-ce qu'on te voit et qu'on te suit? Alors, t'es actif avec les amis de vélo tout-terrain, non? Ou Ouais, non? j'essaye alors, je travaille, oui, j'ai la chance oui, j'ai la chance de travailler beaucoup par affinité avec des gens. Hmm. J'essaye de travailler. J'ai pas de support de prédilection. Alors, il Ouais. y a toujours un support pour lequel on en fait plus, évidemment, parce que voilà, plus Hmm. d'opportunités, plus de connexions. Ouais. Je bosse beaucoup avec e-bike magazine, VTT mag, avec Vojo, Hmm. aussi avec Vélo Vert de temps en temps. C'est vraiment cyclique. Hein. Ça Ouais. peut, c'est une fois de plus, c'est comme pour le boulot pour les marques. Hein. C'est en fonction d'un projet. Et voilà, si en face il y a une envie, une volonté, on le fait. Mais par contre, c'est Hmm. vrai que quand je fais, quel que soit le support, quand je fais ces choses, j'essaye de le faire avec des gens avec qui j'ai une super affinité. Ça, c'est une chance. Ouais, bien sûr. J'en ai Oui, et cité. puis t'es libre. Mais non, faut pas Hmm. il faut pas, je pense, ouais, être cloisonné à un support. Surtout quand tu fais un job comme ça, Ok. il faut être, voilà, sur tous les canaux, sur plusieurs canaux, bien évidemment. Ok. Ouais, donc on te retrouve quand même sur des leçons de pilotage, hein, c'est ce que je voulais aussi. Ah, dans e-bike, oui, j'en ai fait Ouais, beaucoup, mais j'en ai fait pour vélo tout-terrain, j'en ai ouais. fait pour pas mal. Les réseaux sociaux, bah, j'y suis un petit peu à mon échelle, à ma très modeste Hmm. échelle, hein, comme quoi tu prends le train un peu en marche.
puis à ma manière, voilà, c'est discrète, t'as dit, on va dire ça. Et puis après, bon, on peut me croiser sur des événements, tout simplement. Moi, je suis encore un adepte du contact physique. Il faut mieux qu'on se croise sur une Passport ce week-end, sur un Roc d'Azur. Et voilà, c'est plutôt ça qui me fait aussi plaisir. Ouais, c'est ça qu'on aime aussi, ouais, carrément. Écoute, top. Écoute, merci beaucoup Vincent pour tout ça. Merci pour cet échange intéressant de voir tous ces aspects. Comment est-ce qu'on passe de pilote à ambassadeur, consultant, tu peux dire. Consultant, ouais, voilà, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui est à la mode, et tu peux y mettre beaucoup de choses. Bien sûr, c'est voilà. Ça. Si tu devais, si t'avais envie d'entendre quelqu'un dans En roue libre, quelqu'un où tu te dis non mais attends, lui, il a trop de trucs à dire. Quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, et il y en a plein du coup, ce serait qui? Ou tu peux citer plusieurs noms d'ailleurs, hein. Tu en as parlé tout à l'heure, je sais qu'il a changé de voie récemment, au niveau un peu professionnel. Ça m'intéresserait d'avoir Jérôme Clemens par exemple, puisque je suis toujours c'est le premier champion du monde d'enduro, que l'enduro ça reste ma discipline de cœur, et je suis sûr que c'est quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire. Carrément. Puis après, il y en a bien d'autres, en effet. Mais bon, tu m'as dit d'en citer un, donc j'en ai cité un. Allez, tu peux en citer deux si tu veux. Deux. Non, j'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais. Ça me vient pas à l'esprit là pendant ce podcast. Je suis sûr que ça peut me venir facilement à l'esprit. J'aurais dû. Non, mais t'inquiète. Un peu de filles, Antoine. Un peu plus de filles. Non, mais un peu de filles, tu vois, j'ai. Bien sûr. Voilà, mais c'est pas évident. Voilà, j'aimerais bien avoir Anne Caro. Bah voilà. Anne Caro au micro. J'aurais pas dit mieux. Anne Caro, ça serait génial de l'entendre. Anne Caro, si tu nous écoutes, hein, on a envie de t'entendre, on a envie de savoir comment ça va, et en tout cas moi je suis l'actu d'Anne Caro, j'ai l'impression que ça va bien, et voilà, donc un top descendeur aussi, hein. Tu peux parler de Loïc Bruni. Ouais. Je suis sûr que c'est cool carrément d'entendre tout ce qu'il a à dire. Carrément. Je vais peut-être le laisser tranquille pendant la saison, mais peut-être en fin de saison, ou je sais pas, on verra. Plus de temps. Ouais, quand ils ont plus de temps et de dispo et mental aussi. Top. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci pour tout ça, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous, merci de nous témoigner aussi de votre soutien, et voilà pour ce travail du coup qui est quand même assez massif, dont on se rend pas nécessairement compte, mais qui est là, qui est présent pour vous permettre d'entendre ces épisodes. Voilà. Merci Vince, on se voit donc à la Passport, et puis on te voit à la Passport, et rendez-vous d'ailleurs à tous ceux qu'on peut croiser sur la Passport. Bien sûr. Bon, top. Merci, et puis à très vite. Allez, salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.